Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Donc pour cette nouvelle conférence du savoir, des Jeudis du savoir, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Rost, qui est à mes côtés, qui est un des membres fondateurs de l'association, de la société d'ornithologie polynésienne qui s'appelle Manu, et qui est actuellement le vice-président. Et il est en Polynésie depuis 1975. Je vais lui laisser la parole pour continuer de se présenter un petit peu et puis nous présenter les oiseaux de Moorea et de Polynésie française. Juste un petit rappel avant qu'on commence, merci d'éteindre vos portables ou de les mettre sur vibreur. Merci à tous. Bonsoir à tous, heureux d'être parmi vous ce soir pour vous parler des oiseaux de Polynésie, mais avec un petit accent particulier sur ceux de Moorea, puisqu'on est ici. Donc, je vais attaquer tout à fait directement, et par quelques mots sur les oiseaux, quelle est leur place à peu près dans le règne animal. Alors, pour faire simple, ce sont les seuls animaux qui soient des animaux à plumes, ce qui caractérise, et c'est ça qui caractérise les oiseaux. C'est pas qu'ils volent, parce que beaucoup d'oiseaux ne volent pas, et aussi parce que beaucoup d'autres animaux, eux, volent. Alors ces plumes, ils les ont héritées des dinosaures, parce que ce sont les descendants des dinosaures. Je vais prendre ça, je vais bouger, parce que j'aime bien bouger. Là, voilà un fossile de dinosaure, dont j'ignore absolument le nom, bien sûr. Mais vous voyez que tout le long de son dos, il y a des petites excroissances qui sont des plumes primitives. Voilà d'où viennent les plumes des oiseaux. Et donc, quand on regarde un oiseau, d'ailleurs, il y a certains oiseaux, quand on les regarde, c'est vraiment frappant, on voit des petits dinosaures. Alors, regardez des merles qui se déplacent au sol, c'est assez impressionnant dans le genre. Les oiseaux modernes, comme ceux qu'on voit aujourd'hui, existaient en parallèle aussi aux dinosaures, avec des oiseaux archaïques, certains qui avaient presque 4 ailes. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'on pourra en parler bien longtemps. Alors, par contre, c'est peut-être plus, ça va nous rapprocher de notre milieu ici. Combien d'espèces d'oiseaux en Polynésie française ? Il y a quelqu'un qui aurait une idée, là, qui voudrait tenter sa chance ? Allez. 1000. Ok, on prend. 27. 127. 35. Bon, voilà. On est dans les bons chiffres, mais vous allez voir, je vais vous en trouver un peu plus. Voilà, moi j'en ai compté 180. Avec 127, c'était pas loin. Alors, 180 espèces d'oiseaux, on me dit, où est-ce que tu les vois Mais 49 d'entre eux ont disparu. 31 à l'époque pré-européenne, 19 après l'arrivée des Européens. Ça tord le cou pas à l'idée, mais au fait qu'on dit les Polynésiens vivaient dans leur milieu en parfaite harmonie, nobles sauvages, oiseaux naïfs. En fait, ils en ont mangé un paquet. Mangé, exploité, de toute façon, j'en parlerai aussi au fur et à mesure. Après l'arrivée des Européens, les Européens sont arrivés avec des petits animaux qu'ils aimaient bien, comme les chats par exemple, et ça fait du dégât chez les oiseaux, même si parmi nous, on aime tous les chats. Allez, juste pour vous montrer, alors ceux-là je vous les montre parce que, on a des dessins et on en a qui sont empaillés aussi. Ceux du temps des Polynésiens, vous allez dire, mais comment on sait ces 30 et quelques là qu'ils existaient ? Parce que on n'a pas de dessin des Polynésiens, et il n'y a pas beaucoup de pétroglyphes avec des oiseaux. Alors on le sait parce que dans les fouilles archéologiques, on retrouve des ossements.
On retrouve des os de rats, des os de cochons, des os humains, des arêtes de poissons, des carapaces des os de tortues et plein d'os d'oiseaux. Je dis plein parce que c'est souvent ce qui domine, et c'est ce qui domine surtout dans les couches les plus basses, c'est-à-dire dès l'arrivée des Polynésiens, c'est la première ressource alimentaire en viande qui est exploitée. Alors là, juste pour vous montrer, vous avez une perruche là-bas, qui est la perruche de Tahiti. Vous avez un râle, c'est le râle à bec rouge, donc qui existait quand les Européens sont arrivés. Hein. La perruche de Tahiti a disparu vers 1848. Et ici, le bécasso tahitien, Prosogonia leucoptera, ça, c'est le seul spécimen qui existe encore. Il est dans un musée en Hollande. C'est le seul spécimen que l'on a. Mais c'est utile d'avoir ces spécimens dans les musées. Ça pourrait paraître bête d'avoir des animaux empaillés et tout ça. À partir de ce spécimen, on a pu dater quel était l'âge de l'oiseau. Non pas la période où il a été récolté, mais l'âge de l'espèce par la génétique. C'est des espèces d'oiseaux qui sont très anciennes, qui ont plus de 2 millions d'années. Hein. Et il a disparu peu de temps après l'arrivée des Européens, mangé par les rats, très certainement. Les autres mangés par les chiens et les œufs mangés par les cochons. Et la toute première, là, la perruche, vous voyez, qu'est-ce qu'elle a de remarquable? Elle a une dizaine de plumes rouges. Voilà, et les plumes rouges, c'était fondamental pour la royauté, pour les Polynésiens. Et pour ces plumes rouges, l'espèce a été très largement exploitée. Elle persistait à l'arrivée des Européens, elle a été terminée par les rats noirs, que les Européens ont. Voilà. Alors, il me reste 130 espèces. Je suis pas loin du dernier chiffre, mais vous allez voir pourquoi, parce que les nombres d'espèces, ça change assez fréquemment. Le scientifique regarde deux oiseaux, on croyait que c'était les mêmes, puis en fait, non, ils sont un petit peu différents. Ou on leur fait des prises de sang, on dit « Ah, vous n'êtes pas père et mère, vous n'êtes pas cousins, voilà. » Donc on a des fois des espèces en plus, puis on en a aussi des espèces en moins, des fois. Bon. Alors, quoi d'autre? Dans les 130 que j'avais dit, là, il y a à peu près une quarantaine, on va dire 39 oiseaux, qui sont des oiseaux qui sont de passage ou erratiques, qu'on a recensés. C'est surtout des oiseaux de mer égarés. Hein. Alors, il y a des mouettes, on trouve des mouettes comme ça. Il n'y a pas de mouettes en Polynésie et dans le centre du Pacifique, il n'y a pas de mouettes comme à La Rochelle ou sur les côtes européennes. Hein. Les mouettes les plus proches qu'il y ait d'ici, c'est en Nouvelle-Calédonie. Et puis, on trouve des oiseaux... alors, ces mouettes, elles viennent d'Amérique en général. Puis, on trouve des oiseaux comme l'autre, là, ici, celui-là, qui est un pétrel géant. Ceux-là, on les trouve assez régulièrement. Hein. On en trouve... qui nous sont signalés, donc il y en a forcément plus, 2 ou 3 par an. Alors, c'est des oiseaux qui se reproduisent dans des îles subantarctiques et qui, en général, pêchent dans les eaux aussi froides de l'océan Antarctique. Mais, et c'est toujours à la même période qu'on les récupère, en juin-juillet, surtout en juillet, les vents froids qui remontent du sud, le maramou qui remonte du sud, entraînent des oiseaux qui se laissent embarquer par le vent, qui remontent jusqu'à nos latitudes. En général, d'ailleurs, quand on a des oiseaux bagués et qu'on retrouve des oiseaux bagués, qu'on peut savoir quand est-ce qu'ils sont nés, c'est des oiseaux qui sont nés dans l'année. C'est des petits jeunes. Ils font la même taille que ça, hein, quasiment 2 mètres d'envergure, mais c'est des petits jeunes. Les petits jeunes, ils ne savent pas très très bien, ils se laissent embarquer par le vent et ils arrivent sous nos latitudes. Le maramou, ça dure 8 jours, et puis au bout de 8 jours, ils tombent. Et les oiseaux tombent aussi. Hein, ils se posent et les pêcheurs, il n'y a pas de pêcheurs là parmi nous, ils les trouvent assis sur l'eau, là, comme des canards. Voilà. Il y a deux espèces de pétrels géants. Enfin, c'est aussi intéressant, mais on ne va pas trop rester là-dessus. Il y a aussi quelques oiseaux terrestres, c'est-à-dire qui se reproduisent à terre, qu'on peut retrouver ici, mais c'est beaucoup plus rare. Alors il nous reste maintenant 91 espèces qui vont être nos espèces à nous. Hein. Alors là-dedans, enfin ceux qu'on voit très régulièrement.
Là-dedans, on a des oiseaux migrateurs, c'est des oiseaux qui viennent, on dit, hiverner en Polynésie, c'est-à-dire quand c'est l'hiver chez eux, eh ben, ils viennent ici parce qu'il fait bien meilleur. Et alors, on en a recensé à peu près 14 espèces, il y en a peut-être plus parce que on n'est pas toujours derrière tout le monde. Et puis, il y en a des coins où ils ne viennent pas, où nous, on ne va pas et on peut peut-être trouver des oiseaux. Mais il y en a une demi-douzaine qui sont tout à fait régulièrement observés. Alors, ces oiseaux-là ne se reproduisent pas chez nous, ils sont juste de passage. C'est des vacanciers, mais ils restent en vacances pendant à peu près 6 mois. Hein. Ils arrivent, sauf un, ils arrivent en général... autant les voir, hein, après tout. Ouais. Ils arrivent à peu près au mois de septembre et ils repartent en avril. Sauf un qui arrive en avril-mai et qui repart en septembre. Parce que lui, il vient de l'hémisphère sud. Et il vient de Nouvelle-Zélande. Il s'appelle le coucou de Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est celui-là. Donc celui, c'est un oiseau terrestre. Hein, il ne vit pas au bord des plages comme un petit peu tous les autres. Là. Alors là, il y en a quelques-uns. Celui-ci, c'est en tahitien, c'est le toléa. C'est le pluvier fauve. Celui-ci, c'est le Becasso sanderling. Je ne connais pas de nom polynésien parce qu'il n'est pas très très fréquent. Il était intéressant parce qu'il était à côté de l'autre. Un endroit où observer ce qu'on appelle des limicoles, hein, ces oiseaux migrateurs, c'est les aéroports. Et particulièrement les bordures des aéroports qui sont enherbées. Hein. Et surtout quand ça vient d'être coupé, que la tondeuse est passée, ils adorent ces endroits-là parce qu'ils trouvent plein de petits insectes. Et c'est un bon coin si on veut faire de l'observation, il ne faut pas se mettre sur la piste. Mais aux bordures de piste avec des jumelles, on peut voir, les compter, et sont souvent relativement abondants. Lui, là, il est intéressant aussi, celui-là. Bec courbe, il est assez costaud, c'est le courlis d'Alaska. Alors, il vient d'Alaska, comme son nom l'indique, mais son nom scientifique, c'est Numenius tahitiensis. Ah, donc c'est le courlis tahitien, parce qu'il a été observé pour la première fois à Tahiti, en Polynésie, lors des expéditions du capitaine Cook, et quand il a été ramené, des exemplaires ont été ramenés en Europe, et ça venait de Tahiti, donc tahitiensis. J'aimerais vous voir passer beaucoup de temps pour vous parler du courlis d'Alaska, parce que c'est fantastique. D'abord, il vient d'Alaska, chez nous, d'un trait. Il n'y a pas beaucoup de coins où s'arrêter, certains s'arrêtent à Hawaï et y restent. Et puis c'est tout, hein. Il y en a qui repartent de Hawaï, qui viennent chez nous, mais la grande majorité, Alaska, Tahiti. Et pas que Tahiti, ils vont aussi plus sud. Hein. Ça fait, je ne sais pas, j'ai pas en tête, mais 7000 ou quelque chose comme ça, hein, kilomètres. À une vitesse moyenne de, on va dire, 60 km/h. Il y a des profs de maths. Combien de temps met un courlis pour arriver en Polynésie? Bon, il met 3 jours, 4 jours à peu près. Vole sans s'arrêter, il ne se pose pas sur la mer. Il faut voler pour jour et nuit. Voilà. Pour faire le voyage, il faut avoir suffisamment de kérosène. Hein, parce qu'ils ne trouvent pas à manger en cours de route. Ils ne pêchent pas de poissons. Le kérosène, ils vont l'acquérir avant, en se nourrissant dans la toundra des milliers d'insectes qu'on peut trouver dans la toundra. Tiens, pendant qu'on est dans la toundra, on connaît bien le courlis d'Alaska ici. Il est connu en Alaska, mais très difficile à voir. Les Américains, ils aiment bien venir ici parce que c'est facile à voir. Mais en Alaska, c'est très difficile. Ils défendent des territoires de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et le premier nid de courlis d'Alaska a été observé en 1945. Ça n'a jamais été trouvé avant. Alors j'en viens au courlis, là. Quand il a, pour faire son voyage, il fait des réserves. Et c'est de la graisse, hein, essentiellement. Alors, les scientifiques sont des gens tordus. Hein. Ils ont pris des courlis d'Alaska. Et puis, bon, enfin, c'est gore, hein, mais ils les ont disséqués. Pas beaucoup, mais ils les ont disséqués et on pèse le gras par rapport au reste du corps. Le gras, c'est des calories
et les calories, ça se transforme en travail. Et donc à partir de là, sachant qu'il faut tant de watts pour faire des battements d'ailes, on arrive à calculer combien de battements d'ailes ils arrivent à faire avec leur réserve, et donc quelle distance ils peuvent parcourir, sachant qu'un battement d'aile leur fait parcourir X mètres. Ils n'arrivent pas ici. Normalement, avec ce qu'ils ont comme réserve d'essence, ils ne peuvent pas arriver ici. Il n'y en a pas assez. Alors ils sont plus malins que ça, ils utilisent des autoroutes, qui s'appellent des jet streams, et ils utilisent les vents, surtout, pour arriver ici. Et les vents qui sont dans le bon sens à la bonne période, et dans le bon sens à l'autre période quand ils repartent. Dernier truc, allez, sur le courlis d'Alaska, non, il y a encore deux trucs. Quand ils arrivent ici, comme tous les oiseaux changent leur plume. La plume, ça s'use. Le frottement de l'air use énormément les plumes. Donc ils changent leur plume. En général, les oiseaux changent les plumes de façon alterne. C'est-à-dire sur une aile, on perd une rémiche, puis sur l'autre aile, on va ensuite perdre la rémiche quand celle-là aura poussé. Ce qui permet qu'on peut continuer à voler. Parce que vous savez que pour empêcher les oiseaux de voler, on leur coupe le bout des plumes, le bout des ailes. Là, le courlis d'Alaska, lui, il mue de façon bilatérale et il perd ses deux rémiges en même temps. Donc il ne peut plus voler. C'est pas gênant. Enfin, c'était pas gênant. Pendant des milliers, voire des millions d'années, ça n'a pas été gênant. Ils arrivaient en Polynésie, à Tahiti, aux Marquises, etc., se posaient par terre. Il n'y avait pas de prédateurs. Bon, maintenant, il y a des chiens, il y a des chats, les rats moins, mais... Et puis, il y a des hommes. Les anciens Polynésiens, particulièrement les Paumotu, savaient très bien qu'au mois d'octobre, qui s'appelle, je ne vais pas vous donner le nom en tahitien, parce que, enfin, l'ancien nom, les courlis ne volaient pas, parce qu'ils avaient perdu leur plume. Donc, ils allaient à la chasse aux courlis, ils les attrapaient en leur courant après, tout simplement. Et moi, j'ai fait une petite mission il y a quelques années dans les Tuamotu, et on les a attrapés en courant. Oh, pas si facile, mais enfin, bon, voilà. Dernier truc, allez, sur le courlis de l'Alaska, c'est trop intéressant. C'est un des rares oiseaux qui utilise des outils. Alors, il ne fabrique pas des outils, il utilise des cailloux, il prend des petits galets, des tout petits galets, et avec ces petits galets qu'il prend dans son bec, il les jette sur les coquilles des bernards l'ermite dont il va se nourrir. Allez, oh, vous savez, rapidement, mais vous savez tout sur le courlis d'Alaska, c'est passionnant, passionnant. Ils se reproduisent en Alaska. Tous ces migrateurs ne se reproduisent pas chez nous, c'est écrit. Allez, il nous reste 77 oiseaux qui, eux, se reproduisent chez nous. Parmi ces 77 oiseaux, il y a 29 oiseaux marins reproducteurs. Un oiseau marin, c'est un oiseau qui se nourrit en mer, il mange du poisson, des calamars, du plancton, etc., etc. Il ne se nourrit pas à terre. Sauf quelques-uns qui sont un peu tordus aussi. Voilà. Alors, parmi ces oiseaux-là, allez hop, on passe au mot compliqué. Il y a 14 procélaridés. Alors, les procélaridés, c'est ce qu'on appelle les pétrels, les puffins, les océanites, qu'on appelait autrefois les pétrels tempêtes. Bon, ceux-là, ils sont un peu compliqués, j'en parlerai un tout petit peu plus tard, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même la moitié de nos oiseaux marins reproducteurs, c'est ceux-là, des pétrels, des puffins, des océanites. Et pourtant, on ne les voit pas très très souvent. Des oiseaux qui sont parmi les plus menacés aussi au monde, globalement. Et puis je vous expliquerai pourquoi on ne les voit pas si facilement. Ça viendra un peu plus tard, quand je vous parlerai de la montagne qui est derrière nous. On a 2 frégates. La grande frégate, la frégate Ariel. Alors là, c'est une grande frégate, je n'ai pas tout mis, parce que... Voilà. On a 2 phaétons. Les phaétons, c'est ceux qui ont la grande queue, là, ou le paille en queue, voilà, on l'appelle aussi comme ça. Ça, c'est le paille en queue à brun rouge. L'autre paille en queue, il a la queue blanche, mais le bec jaune. Alors on l'appelle paille en queue à bec jaune. Ce serait trop simple de l'appeler paille en queue à queue blanche. 3 fous. Alors les fous,
vous avez le fou brun, l'autre là, c'est le fou à pied rouge, bravo, très bon observateur. Et puis on a le fou masqué. Bon, je ne vous l'ai pas mis le fou masqué. Il est intéressant aussi le fou masqué parce qu'en 1920, il y a eu une grande expédition ornithologique qui est venue ici avec des scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de New York. Ils ont visité quasiment toutes les îles. Ils n'ont pas trouvé un seul fou masqué. Et aujourd'hui, on trouve des fous masqués de plus en plus et un petit peu partout. Ouais. Alors, ah bon, une des raisons, c'est vraisemblablement ce qui s'est passé sur l'île de Clipperton. Sur l'île de Clipperton, ça va encore durer, ça. Il y avait beaucoup de fous à pied rouge. Et on a éliminé les cochons sur Clipperton, et les cochons mangeaient les crabes à pince rouge. Mais comme les crabes ont pu se développer parce qu'il n'y avait plus de cochons, ils se sont attaqués aux œufs des fous à pied rouge qui se défendaient très mal, alors que les fous masqués se défendaient beaucoup mieux. Donc la population de Clipperton, d'oiseaux de Clipperton et de fous a complètement changé. Aujourd'hui, Clipperton est la plus grande colonie de fous masqués du monde. Et c'est une tellement grande colonie qu'il n'y a plus la place. Donc il faut qu'ils se cherchent des endroits ailleurs. Alors on trouve maintenant des fous masqués aux Marquises, au Tuamotu, sur Scilly, etc. À Montpellier. Allez, j'avance. Après les fous, il y a les sternes. Alors on a 3 types de sternes. Bon, ben, je vous en ai mis que 2 parce que j'ai pas cette place sur la diapo. Hein. Alors celle-là, la sterne huppée, c'est celles qui sont là de l'autre côté, hein, qui se nourrissent de chevrettes, de crevettes à longueur de journée. Ici, ça, la sterne fuligineuse, le KVK. Et puis, l'autre sterne, c'est la sterne ado gris. Elle est beaucoup plus rare. Bon, allez, on n'aura pas droit à la sterne ado gris. On a 4 nodis. Alors, je voulais, dans les nodis, voilà. On a le nodis, celui-là, c'est un nodis noir, si je ne me trompe pas. Il y a le nodis brun. Ici, vous avez un nodis bleu et il y a aussi un nodis gris. Et ça, c'est une nouveauté dans la mesure où nodis bleu, nodis gris étaient autrefois dans une seule espèce. Et en fait, ils ont été séparés en 2 espèces assez récemment, il y a 2-3 ans. Ça nous a fait gagner une espèce de plus en Polynésie française. Et puis, pour avancer, pour terminer même, on a une gigis. Alors, on l'appelle sterne blanche. En fait, son nom, c'est la gigis blanche. Ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde la connaît. Tout le monde l'a vue. Là-dedans, est-ce que vous aviez des oiseaux que vous n'avez pas vus, jamais vus? Parce que les oiseaux de mer, c'est en général les oiseaux avec lesquels on est le plus facilement en contact. On les voit quand on est à la plage. Alors, si on a envie de lever les yeux pour regarder, hein. Voilà. Mais ceux-là, c'est des oiseaux assez facilement observables en Polynésie française, qui sont nombreux. Voilà. Bon. Alors, ils ont des habitudes alimentaires qui sont assez différentes. Par exemple, la sterne huppée, vous la verrez essentiellement dans les lagons. Et quand vous prenez le catamaran pour rentrer sur Tahiti, les sternes huppées vont suivre le catamaran un petit peu, parce que ça fait des remous, ça effraie les petits poissons qui peuvent pêcher. Mais au bout de 100 mètres, elles abandonnent le catamaran et retournent vers le lagon. Par contre, toujours dans les sternes, hein, la sterne fuligineuse ici, c'est un oiseau qui peut aller pêcher à plus de 1000 km des côtes. Hein. C'est quelque chose d'intéressant, parce que vous voyez, un oiseau qui va à 1000 km, un autre qui ne sort pas de 100 mètres, certains qui vont à une centaine de kilomètres, d'autres à une dizaine de kilomètres. Okay ? Vous êtes navigateur. Vous êtes navigateur polynésien. Vous connaissez parfaitement la nature, vous connaissez les oiseaux. Eh ben, quand vous voyez des oiseaux, en fonction de ce que vous voyez, vous savez à peu près où vous êtes par rapport à une terre que vous ne voyez pas. Après, pour trouver la terre, ben, c'est pas très difficile. Qu'est-ce qu'ils font la majorité de ces oiseaux? Je vous dis, c'est autre chose avec les pétrels et les puffins. Mais ces oiseaux-là, la majeure partie du temps, le soir, quand ils ont bien mangé, ils rentrent à la maison. Ils rentrent au dortoir. Donc le soir, vous regardez quelle direction prennent les oiseaux, c'est là-bas qu'ils rentrent, c'est là-bas qu'est la terre. Alors, on avance, mais il nous en reste quand même 48 espèces à voir.
Et puis après, on parlera encore de plein d'autres choses. Alors, ce qui nous reste, c'est 48 espèces qu'on appelle terrestres reproductrices, c'est-à-dire des oiseaux qui vont se reproduire bien sûr à terre, comme les oiseaux de mer, ils se reproduisent à terre, mais qui vont passer leur vie, se nourrir à terre. Alors ils se nourrissent, pour certains c'est des frugivores, c'est des fruits, pour d'autres c'est des insectivores, c'est des insectes. C'est ça le gros de l'histoire. Pas beaucoup de granivores ici, parce qu'il n'y avait pas de graminées tellement avant l'arrivée des Européens. Allez, allons-y, 48 oiseaux terrestres. Là-dedans, on va tordre le cou à ceux-là, 13 ont été introduits par l'homme, dont le coq qui a été introduit par les Polynésiens. 35 étaient là avant l'arrivée de l'homme et lui ont survécu jusqu'à ce jour. C'est ceux-là qui deviennent intéressants. Et parmi ceux-ci, il y en a 5 qu'on appelle des oiseaux indigènes qui sont présents partout dans le Pacifique. Alors, il y en a 5, le canard à sourcils, j'ai pas mis de photo parce que vous avez qu'à aller voir dans les bassins de chevrettes. L'aigrette de récif, ça je vous montrerai une photo un petit peu plus tard, mais vous la connaissez aussi, hein, c'est l'espèce de héron blanc ou gris qu'on voit se balader le long des côtes. Hein. Alors, des aigrettes de récif, il y en a, je peux dire qu'il n'y a pas une seule île où il n'y en ait pas. Même des bouts de rochers où il n'y a rien, on en trouve. L'hirondelle de Tahiti. Ah, excusez-moi, je suis allé trop vite. Tom, 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 tom. Alors, ouais, c'est ça. L'hirondelle de Tahiti, ici, toute noire, avec le dessous de la gorge orange. Hirundo tahitica, découverte à Tahiti, mais présente dans tout le Pacifique. On la trouve à Fidji, on la trouve à Samoa, etc. Elle est assez rare. Si quelqu'un en a vu sur Moorea, qu'il lève la main. À Tahiti, oui, il y en a, ça c'est sûr. On a ensuite le héron strié. Le héron strié, c'est celui-ci. Là aussi, il y a des rumeurs qui font croire qu'il y en aurait à Moorea. Moi, je ne suis pas sûr. Et puis, la marouette fuligineuse. Tout petit oiseau qui est de la taille d'un petit poulet. Bon, là, comme il est très éclairé, on voit qu'il est un peu marron, c'est peut-être même un jeune. C'est de la taille d'un tout petit poulet. C'est entre un poussin et un poulet, c'est tout noir. On les voit très rarement, parce que c'est des oiseaux qui sont très craintifs, et qui, dès qu'ils voient quelque chose qui les dérange, hop, fuient et se cachent dans les fougères, dans les herbes, etc. C'est un oiseau qui, je ne vais pas dire ne vole pas, mais vole très très peu. Ça fait partie de la famille des râles, c'est-à-dire des oiseaux qui restent à terre. Et, allons-y, pendant qu'on y est, des oiseaux qui ne volaient pas, je ne vais pas dire comme l'autruche ou le nandou ou le casoar, mais des oiseaux qui ne volaient pas en Polynésie, il y en avait plein avant l'arrivée de l'homme. Il y avait quasiment 1 à 2 espèces, si ce n'est pas 3 espèces dans les grandes îles, voire plus, d'oiseaux qui ne volaient pas, qui étaient endémiques quasiment, qui étaient endémiques, pas quasiment, qui étaient endémiques de chaque île qui existait en Polynésie. Aujourd'hui, donc on a 118 îles, 2 à 3 espèces en moyenne, on avait à peu près entre 100 et 200 espèces de râles, c'est-à-dire d'oiseaux qui ne volaient pas, des tout petits, des gros, etc., qui ont tous disparu, et il ne nous reste que la marouette fuligineuse. Ils ont tous disparu parce qu'ils ont été mangés par les chiens, introduits par les Polynésiens, par les œufs mangés par les cochons, parce que les œufs sont pondus au sol puisqu'ils ne volent pas, et quand les oiseaux avaient la taille d'un poulet ou d'un dindon, ce qui était le cas pour certains, ils étaient mangés, ça faisait un bon repas. Excusez-moi, il nous reste 30 espèces endémiques. Voilà. Ok, allez. Ça, j'ai appelé ça les trésors uniques de la vie faune polynésienne. Là-dedans, sur ces 30 endémiques, alors ils ne sont pas tous endémiques de la Polynésie française. La Polynésie française, c'est une entité, je dirais, administrative dont les oiseaux n'ont pas grand-chose à tenir compte. Certains sont endémiques, alors de notre pays, mais on verra qu'ils sont plutôt endémiques d'un archipel, souvent, et d'autres sont des endémiques de la Polynésie orientale au sens large,
donc qui comprend les îles Cook et Pitcairn. Donc certains sont partagés avec les îles Cook, d'autres sont partagés avec Pitcairn. Alors, on va les passer en revue assez rapidement. Il y a un Prosobonia. Alors, je marque espèce unique d'un genre unique. On l'appelle aussi chevalier des Tuamotu, très rare. Il ne persiste que dans moins d'une dizaine d'îles à l'heure actuelle, et il est safe, on va dire, en sécurité sur 1, 2, 3, 4, 5 maintenant. Sur les autres îles, il y a des rats polynésiens, et dès qu'il y a des rats polynésiens, les populations de ces chevaliers des Tuamotu existent, mais sont faibles. Par exemple, il y a l'île de Taanea, où il y a une population intéressante, mais pas très très vigoureuse. Alors, espèce unique d'un genre unique. En fait, le genre est unique, mais l'espèce est aujourd'hui unique. Mais vous avez vu l'autre Prosobonia que je vous montrais, celui qui était empaillé, là, c'était le même genre. Et puis, il y en avait à Kiribati, aussi un autre. Et puis, à Moorea, on le verra après, il y avait un Prosobonia endémique de Moorea. Église. Donc, il est aujourd'hui, c'est ça aussi qu'il faut se mettre en tête, il est espèce unique d'un genre unique, mais ce genre unique, autrefois, comprenait de nombreuses espèces. En tout cas, au minimum 4. Alors, les pigeons. Les pigeons, vous voyez déjà 10 différentes espèces de pigeons existant en Polynésie. C'est quand même un groupe qui est intéressant, avec une radiation assez intéressante. Alors, là-dedans, il y a des sous-groupes, si on veut. Il y a des très gros pigeons, ce qu'on appelle les carpophages, parmi les plus gros pigeons du monde. Des pigeons qui font entre 50 et 55 cm. Belle taille, mais à la broche aussi, c'est pas mal. Moi, je sais pas, souvent, quand je vais dans les îles, je demande aux gens, vous connaissez telle espèce d'oiseau, etc. Ils me disent, attends, explique-moi un peu, ça a quel goût? À part les deux carpophages, alors carpophages, il y en a un aux Marquises et un autre qui était sur Tahiti, qui a disparu de Tahiti, on va dire assez récemment, dans les 50 dernières années, et il n'en reste plus qu'un seul sur l'île de Makatea. Donc Makatea, c'est un bijou pour les espèces endémiques, et entre autres, le dernier refuge de cette espèce-là. Mobilisez-vous contre l'exploitation minière à Makatea. Pendant l'exploitation minière à Makatea, les pigeons étaient chassés par essentiellement les ingénieurs de la mine qui s'ennuyaient le dimanche. Alors ils allaient à la chasse, ils tiraient le pigeon. À la fin de l'exploitation de la mine, il restait moins de 200 pigeons sur l'île. Moins. Dans les années 75, c'est à peu près ce qu'on avait pu compter. On a refait des décomptes dans les années 90. Et au début des années 2000, il y a environ 500 oiseaux, on va dire, entre 400 et 600, donc 500 oiseaux. Donc petit à petit, la population est remontée. Mais je ne suis pas sûr qu'elle résisterait à un deuxième assaut. Et là, il n'y a pas de solution de rechange. Je veux dire, si le carpophage avait disparu de Makatea pendant l'exploitation minière, il y en avait à l'époque encore sur Tahiti. Là, il n'y a pas de solution de rechange, il n'y en a plus. Il n'y a plus que là. C'est un oiseau, aujourd'hui, devenu endémique d'une seule île. Bon, par contre, ces carpophages, il y en avait partout en Polynésie. Le carpophage, le Ducula aurorae, là, qu'on trouve uniquement à Makatea, on le trouvait aussi aux Marquises. On dit en Saint-Patrie, c'est-à-dire qu'il y avait deux gros pigeons comme ça, le houpé, qu'on trouvait qu'à Nukuiva, et aussi le pigeon qu'on trouve qu'à Makatea. Donc on a retrouvé ce pigeon dans des fouilles, dans les ossements, dans des fouilles archéologiques à Wainé. Voilà, donc ils étaient partout. Maintenant, comme c'est des frugivores, je vais vous dire le goût, hein. Ils sont très sucrés. C'est une viande tendre, sucrée, ils mangent des papayes, ils mangent des goyaves, ils mangent des trucs comme ça. Il paraît que c'est excellent, hein, j'ai pas goûté. Ça, je me suis pas permis. Voilà. Et puis, on a les ptilopes. Alors, les ptilopes, c'est ce qu'on appelle ici les pigeons verts. Allez, levez la main, tiens, on va faire un test. Qui a vu des pigeons verts? C'est bien ça. Ça, c'est bien parce que c'est effectivement un endémique.
C'est intéressant, c'est un magnifique oiseau, hein, il est tellement beau ce petit lope. Mais c'est un oiseau qu'on arrive à voir quand même encore assez fréquemment, y compris dans certains cas dans les jardins. Si on n'est pas très loin d'une petite vallée, si vous avez les arbres qu'il faut dans votre jardin, les petits lopes ils viendront manger les graines de ylang-ylang par exemple. Planter des ylang-ylang. Qui c'est qui était venu à la conférence de Jean-François Buteau? Alors, comment ça s'appelle le ylang-ylang non scientifique? Allez, on passe. Allez. Et on a ce qu'on appelle des gallicolombes. Gallicolombes, poulet, colombe. Voilà, c'est ça. Ceux-là, ça vole pas non plus terrible. Hein. Moi, je les ai vus voler à Rangirois. Il y en avait une petite population. Maintenant, il n'y a plus grand-chose. Ça vole à 50 cm du niveau de l'eau pour passer d'un motu à l'autre. Hein. Et puis ça remonte. Ils n'aiment pas trop voler. Alors, il y a des gallicolombes qui étaient présentes dans tous les Tuamotu, et à Tahiti, et à Moorea, et aux îles sous le vent. Et il y a aussi des gallicolombes, peut-être d'espèces différentes, aux Australes. Et puis il y avait aussi une gallicolombe géante aussi qui a disparu. Bon. Celle-là, il nous en reste 2, et vous verrez qu'il n'en reste pas beaucoup et qu'on s'est donné beaucoup de mal pour elle. Voilà. Donc, et une autre gallicolombe donc, aux Marquises sur l'île de Hatuta. Hatuta, qui sait où est Hatuta? C'est l'île la plus éloignée dans le nord des Marquises. La plus isolée, celle où personne ne va. C'est pour ça qu'il y a ceux-là, parce qu'il n'y a pas de prédateurs. Allez, on continue. Les martins chasseurs. Alors bon, c'est ce qu'on appelle les martins pêcheurs, si tu veux, partout ailleurs. Chez nous, ils ne pêchent pas, ils sont chasseurs. Et qu'est-ce qu'ils chassent? Non. Des insectes, ouais, mais aussi des petits lézards, des escargots, des choses comme ça. Alors il y a 5 martins chasseurs, je vous les montrerai plus tard, donc on va avancer. Il y a 3 loris. Et attends, c'est quoi les loris? C'est des petites perruches, hein, les loris. Alors il y a 3 espèces de perruches, et on reviendra dessus, donc pas la peine de trop s'étendre tout de suite. Il y a 2 salanganes, tout est venu en même temps. Salanganes, ce sont des sortes de petites hirondelles, mais ce ne sont pas des hirondelles. Les nids de salanganes, ça sert à faire la soupe aux nids d'hirondelles, justement. Voilà. Et donc on a 2 espèces de salanganes en Polynésie, une sur Tahiti et sur Moorea normalement, mais là aussi, je suis vraiment pas je ne mettrai pas ma main à couper qu'il en reste. Et 5 rousserolles. Les rousserolles, c'est ce qu'on appelait autrefois les fauvettes, c'est les meilleurs chanteurs, les plus beaux chanteurs de Polynésie. Alors j'ai marqué dont Acrocephalus longirostris, bien sûr, ça ne vous dit rien du tout, mais ça c'est la rousserolle de Moorea, sur laquelle je m'étendrai un petit peu plus après. Et enfin, on a... Je ne suis pas dans mes comptes là, je sais pas. 4 monarques, oui, 4 monarques, les autres sont éteints malheureusement. 4 monarques qui sont des petits oiseaux comme des canaris, mais au lieu d'être jaunes, ils sont tout noirs quand ils sont adultes. Quand ils sont jeunes, ils sont oranges. Et on en a 4, un à Tahiti, 3 aux Marquises. Aux Marquises, un monarque s'est éteint dans les années 80, voire 90. Un autre a dû s'éteindre un tout petit peu plus tôt dans les années 70. Un autre a dû s'éteindre dans les années, là aussi dans les années 70. On en a perdu quasiment 3 dans cette période-là. Mais il n'y a pas grand monde qui s'intéressait aux oiseaux. Ou alors on s'intéressait aux oiseaux pour les observer. Ah, okay. Observatoire des oiseaux. Ah, on observe, tiens, il reste 4 oiseaux. L'année suivante, il reste 2 oiseaux. L'année d'après, il n'y en a plus. Donc vous savez ce que je pense des observatoires. Alors, vous reconnaissez la Polynésie. Le pigeon vert, le petit lope, Purpuratus, des îles du vent. Celui des îles sous le vent, Chrysogaster, celui des Marquises, celui-là il est toujours vivant. L'autre,
à moustache rouge, il est éteint, il a disparu. Le ptylope des Tuamotu, le ptylope de Makatea. Vous voyez pourquoi Makatea est important? Et, je suis désolé, c'est pressé de partir, et le ptylope de Rapa, le plus gros de tous, long bec, très menacé aussi à Rapa parce que déforestation et vie des fruits de la forêt indigène. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 existants, un qui s'est éteint après 1920, le ptylope à moustache rouge aux Marquises. Ça vous dit quelque chose, ça? Comment on appelle ça? Le fait qu'on ait 4 espèces dans 4 endroits différents, ou 5 espèces dans 5 endroits différents. Et puis alors, c'est réduit. C'est parfois réduit à 2 îles. Par exemple, le ptylope purpuratus, là, des îles sous le vent, bon, ben, c'est Tahiti, Moréa. Celui de Rapa, c'est Rapa. Celui de Makatea, c'est Makatea. Les autres, ceux des Marquises, c'est toutes les îles des Marquises, avec 2 sous-espèces, une au nord, une au sud. Et puis, le ptylope des Tuamotu, c'est un petit peu dans tous les Tuamotu, mais surtout les Tuamotu, je dirais, du nord et de l'ouest, beaucoup moins dans ceux dans le sud. Mais il y en a aussi. Voilà. Alors, comment ça s'appelle, ça? Qu'est-ce qui caractérise cette avifaune terrestre? C'est ce qu'on appelle l'endémisme. Un endroit restreint, relativement restreint, qui peut être un archipel, qui peut être une île, contient une espèce qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc là, l'endémisme est très très fort en Polynésie. C'est ça qui fait la valeur de notre avifaune. Ce n'est pas le nombre des oiseaux, c'est leur rareté, leur unicité. Alors, il existe 4 zones d'endémisme des oiseaux principales. Donc on a des oiseaux de la société, des oiseaux des Marquises, des oiseaux des Tuamotu, et Rimatara, parce que bon, c'est la façon dont on a décidé qu'on définissait ces zones d'endémisme, qui fait que Rimatara soi-même est une zone d'endémisme, parce qu'elle a 2 oiseaux endémiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà. Tous ces oiseaux-là, bon, c'est des cousins, ils sont cousins entre eux, hein, des cousins marquisiens, du tahitien ou du Paumotu. Si on exclut les espèces introduites, 85% des espèces terrestres sont des endémiques. On n'a plus que les 5 qui étaient les indigènes, hein, le canard à sourcil, la marouette, bon, enfin, on passe. Alors, à celle-ci, il se rajoute 3 espèces marines qui sont aussi endémiques. Ah, excusez-moi, j'ai laissé les noms scientifiques. Alors, Rapa puffinus myrtae, c'est le puffin de Rapa, le petit puffin de Rapa. Il a une longue histoire phylogénique. Les scientifiques se sont battus pour savoir qu'est-ce que c'était réellement. Aujourd'hui, ils sont à peu près d'accord que voilà, c'est un puffin unique à Rapa, avec quelques 200 couples à peu près. On verra ça aussi. Pterodroma ultima, le pétrel de Murphy, c'est un pétrel qui a été découvert et qui a été décrit dans les années 1920. Vous voyez comme quoi on trouve des espèces relativement récemment. Il est endémique de Polynésie orientale, on le trouve chez nous, surtout dans les îles du sud, c'est-à-dire à Rapa et au Gambier, et dans quelques atolls du sud des Tuamotu. Mais le gros du pétrel de Murphy, c'est celui qui est là en photo, c'est sur l'île de... que je ne dise pas de bêtises... d'Ussy, qui appartient au groupe Pitcairn, où là il y a des milliers de cet oiseau-là. Nous, on a des populations beaucoup plus petites, quelques dizaines, quelques centaines de couples. Ensuite, Fregeta grallaria titan, c'est ce qu'on appelle un pétrel tempête, c'est le pétrel tempête à ventre blanc. Alors, on dit que c'est une sous-espèce de Fregeta grallaria, il est très très gros. Bon, jusqu'ici, la génétique ne l'a pas fait ressortir comme espèce à part entière, mais c'est une sous-espèce endémique, voilà, d'ici. Bien, petite conclusion là-dessus, c'est vraiment en Polynésie qu'il y a le plus d'espèces d'oiseaux endémiques de tous les dom-toms et de métropoles. Et même si on compare dans le Pacifique, si on retire les grandes îles, style Australie, Nouvelle-Zélande, et le cas de Hawaï, qui est aussi quelque chose, c'est la Polynésie qui arrive en tête du plus grand nombre d'espèces endémiques devant la Nouvelle-Calédonie. Devant la Guyane, pas confondre biodiversité
Et endémisme, biodiversité, c'est on a plein d'espèces très différentes, grande biodiversité. Oui, la Guyane, hein, c'est l'Amazonie, des dizaines, des centaines d'espèces d'oiseaux. Mais pas un seul qui appartienne enfin pas un seul, si quelques-uns qui appartiennent que à la Guyane française. Les autres sont partagés avec le Brésil, le Guyana et tout ce qu'il y a autour. Voilà. Alors, ces espèces, vous imaginez qu'elles sont très, je vais rajouter, très menacées. Pourquoi? Parce que certaines populations sont aujourd'hui de taille très réduite. Le monarque de Tahiti. Le monarque de Tahiti, quand on a commencé à travailler sur cette espèce, on devait avoir entre 25 et 30 oiseaux à tout casser. Aujourd'hui, on en a un peu plus, je vous dirai ça plus tard. Le monarque de Fatuhiva, un oiseau sur lequel on met beaucoup de travail et beaucoup d'action pour le sauver. Aujourd'hui, là, on a 6 couples. Il y a 2 ans, on avait 3 couples. Au monde, pas à Fatuhiva, ni aux Marquises, ni en Polynésie, au monde. Ok? Bon, vous pourriez me dire, 3 couples, laissez tomber. Hein. Et alors ça s'est passé, le déclin de cet oiseau s'est passé d'une façon extrêmement rapide. Moi je suis allé à Fatuhiva pour la première fois à la fin des années 90-2000. J'étais jamais allé à Fatuhiva, j'emmenais des touristes, ils voulaient voir ce monarque-là. J'étais jamais allé. Je lui ai dit, bon, je connais un petit peu où on trouve les monarques, tel type de vallée et tout ça. On dit, on va aller là. On a trouvé nos oiseaux sans aucun problème. Il y en avait, on en a revu, etc. Je suis retourné 5 ans plus tard. Il y a les endroits où je les avais vus, il n'y en avait plus. Il fallait aller dans des coins très reculés. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'une vallée et en fait 3 fonds de vallée où on trouve ça. Bon, les rats noirs surtout, qui ont été introduits sur... Il n'y avait pas de rats noirs à Fatuhiva, ils ont été introduits sur Fatuhiva quand ils ont construit une turbine. Il y a des gros bateaux, les chalands, là, qui sont allés, qui ont débarqué les dragues et tous les tralala, et ils ont débarqué des rats noirs par la même occasion. Voilà. Alors bon, on perd les monarques, ça c'est pas grave, mais les copraculteurs perdent 20 à 50% de leur récolte de copra. Voilà. Faire très attention. Comment ça s'appelle ça quand on fait attention de ce qu'on n'introduit pas dans une île? On met en place des mesures de biosécurité. Alors, quand on vous parle de biosécurité, il ne faut pas dire c'est embêtant, hein, pourquoi il y a carte dans mon sac, etc. etc. C'est important, parce que les rats, bon, vous n'en transportez pas, mais des fourmis, vous pouvez en transporter, et il y en a des méchantes. Il y a des populations qui sont un petit peu plus importantes, mais qui restent très fragmentées, ou qui se cantonnent à une seule île. Donc il y en a plein d'oiseaux d'une seule île. Je vous ai parlé du carpophage tout à l'heure. Là, c'est une carte qui montre les points où on connaissait la gallicolombe de la Érythroptère. Donc à Tahiti, à Moorea, elle existait, elle a disparu très vite après l'arrivée des Européens. Et puis dans les Tuamotu, dans pas mal d'îles. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a des oiseaux qui sont essentiellement, si j'y arrive, voilà, qui sont essentiellement dans une île, 2 îles, et on verra qu'on en a plus maintenant, et il y en avait à Rangiroa. Mais la population de Rangiroa, il y avait 6 oiseaux, et aujourd'hui, je pense qu'elle est éteinte. Bien qu'on ait dératisé les motus et tout ça, il faut avouer que des fois, quand on a très peu d'oiseaux, il y a un cul-de-sac génétique qui fait que... Alors, vous imaginez que ce qui peut se passer, quand il y a un cyclone qui frappe une île, okay, elle va détruire une population, les eaux vont envahir les motus et tout ça, et les oiseaux vont disparaître. Mais si vous avez des oiseaux dans des îles à côté, ils sont capables de voler, même si je vous ai dit que ces gallicolombes, elles rament quand elles volent, elles sont capables de voler et de recoloniser des îles qui sont intéressantes. Pour vous donner une idée, il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui m'a ramené une photo d'une gallicolombe qui avait été prise sur l'île, sur l'atoll de Mororoa. Ici. Il n'y en avait pas sur Mororoa. Donc elle est venue toute seule par ses propres moyens. D'où il y a 2 endroits d'où elle pouvait venir, c'est Tenararo ici ou Morané. C'est quand même 200 et quelques kilomètres. Donc ces oiseaux-là,
parmi leurs facultés de résilience aux événements climatiques importants, et Dieu sait si ça va nous concerner dans le futur, ils ont le fait qu'ils peuvent essaimer. Mais pour essaimer, il faut qu'il y en ait quand même suffisamment. Et quand il vous reste que 2 îles, ça devient très dur, parce que ceux qui essaiment, bon, c'est souvent un individu. Et avec un individu, on ne fait pas grand-chose. Combien il en faut? 2. Ok. Et des oiseaux d'une seule île, il y en a plein, hein, en dehors du... Voilà. Alors, toutes ces espèces sont menacées, elles sont menacées par des interventions humaines. La chasse, ça a été la première intervention humaine du temps des Polynésiens. Le déboisement, là aussi, pour planter les farapous. La pollution, le développement touristique, le développement minier. Alors, le développement touristique, oui, installer des hôtels bord de mer sur pilotis, c'est pas forcément très très bon pour certains oiseaux de mer. Puis installer des hôtels en fin fond de vallée, c'est pas non plus très très bon souvent. Et puis aussi emmener les gens visiter les colonies d'oiseaux de mer, c'est pas non plus recommandé si c'est pas fait selon des règles qui sont quand même assez... Hein, voilà. Et puis on a surtout le gros problème ici, c'est l'introduction des espèces étrangères envahissantes, les EEE. Alors c'est le rat, et surtout le rat polynésien, le rat noir, le rat sur mulot, les chiens, les chats, d'autres oiseaux. Les autres oiseaux, c'est les oiseaux introduits, hein, les oiseaux style merle, bulbule et tout le tralala. Les fourmis. Voilà. Tout ça fait qu'on a pas mal d'espèces menacées. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de ces classifications-là, c'est une classification de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui classe les animaux en fonction du degré de menaces qui pèsent sur eux. Alors vous avez les animaux éteints, ça y est, ceux-là, les menaces ont fait leur effet. Vous avez les animaux éteints dans la nature, mais qui existent encore dans des zoos. Hein, le Spix Macao, par exemple, le perroquet Rio, hein, le dessin animé, n'existe plus dans la nature. Voté, fini. Il va en rester quelques individus dans des zoos. Et ensuite, on passe à ceux qui vont s'éteindre. Enfin, si on laisse faire. Hein, c'est les en danger critique d'extinction. Voilà, si on ne fait rien en 5 ans ou en 10 ans, ça s'en va. Alors je vous ai dit, tiens, que le monarque de Fatouiva, on l'avait vu descendre comme ça. Bon, il est descendu très très bas, mais il est toujours là. Et demain, si on continue, il sera encore là, et il sera encore plus là un peu plus tard. C'est une question d'effort et de volonté d'intervention. Donc ces 9 critiques sont tous des endémiques terrestres. Je ne vous donne pas la liste parce que ça sera trop long. Il y en a 11 qui sont en danger, c'est la catégorie en dessous. C'est ceux qui vont disparaître, mais dans un délai peut-être un petit peu plus long si on laisse les choses faire. C'est un délai de 20 à une cinquantaine d'années. Donc nous, on en a 8 endémiques terrestres et 3 marins, dont un endémique marin, qui sont menacés. Alors ça, c'est des menaces, que je vous dise, au plan mondial. C'est-à-dire, c'est la classification au plan mondial. Si on regarde au plan local, on verra qu'un oiseau peut être pas menacé au plan mondial, mais être menacé ici à Tahiti parce que sa population est trop petite. Il ne disparaîtra pas de la surface de la planète, mais il disparaîtra de chez nous. Mais là, je vous parle au plan mondial, hein, c'est-à-dire ceux qui risquent de disparaître de la surface de la planète. Et 4 qui sont vulnérables. Alors, c'est le degré le moins grave des oiseaux menacés. Mais enfin, c'est quand même des oiseaux... Excusez-moi. C'est quand même des oiseaux menacés. Aïe, je suis allé... Voilà. Ouais, on va revenir plus loin. Dans les vulnérables, 2 endémiques terrestres, 1 migrateur. Donc vous voyez que 63% des espèces endémiques sont menacées de disparition. Donc vous voyez, c'est ça la caractéristique de notre avifaune. Hein. Des espèces uniques, mais des espèces très menacées. Voilà, ça fait... Tout est dit quand je peux fermer la truc. Voilà. Mais on va continuer quand même. Là, je vous ai mis la série des 4 monarques. Genre unique, lui aussi, de la Polynésie orientale. Il y a un 5e monarque qui existe aux îles Cook, à Rarotonga, le monarque de Rarotonga. Ici, c'est le monarque de Tahiti, le monarque de Fatouiva, celui dont il reste 6 couples aujourd'hui, le monarque marquisien qu'on ne trouve plus que sur l'îlot de Motané, qui est une réserve naturelle du pays,
mais une réserve naturelle du pays qui n'est pas gérée. C'est-à-dire qu'il y a des moutons sur cette île qui sont en train de bouffer la forêt, enfin moins maintenant parce qu'on fait tirer pas mal, mais qui bouffaient la forêt où ces oiseaux-là se reproduisaient, et ces oiseaux forestiers, si la forêt se réduit, il y a moins de surface, moins de territoire, moins d'oiseaux. Et ici, le monarchifis qui existe sur Wauka. Wauka, c'est un petit paradis des oiseaux, hein, plus que des chevaux d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de rat noir sur Wauka. Donc, pas de grandes menaces. Voilà. Donc, et là aussi, hop, la Polynésie arrive en tête des dom-toms qui ont le plus d'espèces menacées d'extinction, de tous les dom-toms et de la métropole. Vous savez combien il y a d'espèces menacées en métropole? D'abord, combien d'espèces endémiques en métropole? Si je ne me trompe pas, une espèce endémique en métropole, et elle est dans une île, la citelle corse. Parmi les espèces menacées en métropole, vous avez comment il s'appelle celui-là? La grande outarde, qui est vulnérable. Mais après, voilà. Par contre, les populations diminuent fortement. Et à force de diminuer, ils vont devenir menacés. Mais les oiseaux de France sont des oiseaux d'Europe, donc on partage avec nos voisins, etc. Vous voyez, c'est une problématique complètement différente ici, dans les îles, dans les milieux insulaires. Et ce n'est pas toujours bien compris des gens qui ne connaissent pas ça. Allez, on y va. À Moorea. Allez, on y est. Tom, tom, tom. Que trouve-t-on? Vous restez avec moi? Allez, on va à Moorea. Aujourd'hui, on a entre 22 et 24 espèces. Je vous ai dit, ouais, il y a des espèces, franchement, on me dit qu'il y en a, mais moi, je ne suis pas sûr. Et voilà. Donc, moi, je tape plus sur 22. Mais dans ces 22, il y en a 10 qui sont nouvelles, en fait. C'est-à-dire qui sont des oiseaux introduits. Donc, il nous reste 12 espèces d'oiseaux qui sont des oiseaux locaux. On va appeler ça comme ça. Là-dedans, alors oui, d'autres espèces ont certainement disparu avant même qu'on ait pu les décrire, faute de preuves archéologiques à Moorea. C'est vrai qu'il n'y a pas... Par exemple, on connaît très très bien les oiseaux éteints de Wainé, parce que sur certains sites, les ossements ont été très bien conservés. On n'a pas vraiment d'études sur Moorea. Il faut trouver un archéologue qui s'intéresse aux ossements d'oiseaux. Il doit y en avoir pas une demi-douzaine au monde. Hein. Et la vie-faune devait être donc quasiment à Moorea, qui est une grande île malgré tout, aussi riche que dans les autres îles de la société qui ont été étudiées. Par exemple, sur Wainé, c'était 34 espèces endémiques et indigènes, plus les espèces d'oiseaux marins. Là, on ne parle pas des introduits. Donc, vous voyez, 34 espèces à Tahiti, 22 espèces moins 10, 12 espèces. Donc, on a certainement perdu une quinzaine d'espèces minimum, peut-être une vingtaine d'espèces. Très certainement. Des perruches, des trucs comme ça, hein, mais des grandes perruches comme le Cyanodonphus qu'on a vu tout à l'heure. Allez, je vais quand même vous montrer 3 espèces disparues de Moorea. Et vous verrez que c'est des disparitions. La première, oui, excusez-moi. La première, celle-là, c'est la gallicolombe érythroptère, mais qu'on trouvait à Tahiti, à Moorea et dans les Tuamotu. Mais celle-là, sur ce dessin, elle est très spéciale parce que ça a entraîné une grande discussion chez les ornithos, parce qu'elle a apparemment la poitrine blanche, alors que les autres ont la poitrine qui est colorée en brun. Alors, est-ce que c'est le dessinateur qui s'est planté, qui a oublié de mettre de la couleur, ou est-ce qu'il y avait vraiment un oiseau à poitrine blanche propre à Moorea, puisque tous les autres ont la poitrine colorée? Bon, voilà un prosogonien, hein, les petits chevaliers des Tuamotu. Je l'ai dit, celui dont je vous ai montré l'oiseau empaillé, qui est dans un musée en Hollande. Alors, en fait, je ne vous ai pas expliqué comment on a pu savoir du point de vue génétique que cet oiseau avait 2 millions d'années. Parce qu'il est empaillé, on peut trouver de l'ADN. On lui a piqué de la graisse, parce qu'il ne faut pas abîmer non plus ces exemplaires uniques. Hein. On a réussi à retirer une petite noix, mais même pas une noix ni une noisette, une tête d'épingle de graisse des coussinets plantaires. Et dans ces coussinets plantaires,
les scientifiques ont réussi à extraire l'ADN et donc ensuite à le comparer avec les ADN des autres Prosogonia. Enfin, celui-là, en tout cas, pendant longtemps, on a considéré que c'était le même que celui de Tahiti, mais il a des différences qui font que, aujourd'hui, les ornithos, les scientifiques sont d'accord que c'était une espèce propre à Moorea, endémique de Moorea, Prosogonia elisi. Et puis là, celle-là, vous la connaissez quand même. C'est un lori, c'est la perruche nonnette, celle qu'on trouve au Tuamotu. Si vous voulez la voir, vous allez à Rangiroa. Alors on la trouve au Tuamotu, dans 5 atolls de Tuamotu, on la trouve dans les 3 atolls de l'ouest de la société, Scilly, Bellinghausen et Mopelia. Mais elle a disparu de Moorea, elle a disparu de Tahiti. Les derniers qui ont été vus aux îles sous le vent à Bora Bora, c'était en 1920. Et là, c'est à nouveau intéressant. Ce qu'on observe aujourd'hui n'est pas ce qui existait avant. C'est-à-dire que ces oiseaux-là, on les trouve aujourd'hui que sur des atolls, mais c'était finalement surtout des oiseaux d'îles hautes. Comme on a introduit des rats sur les îles hautes, ils ont disparu de toutes les îles hautes de la société. Ils n'existent plus que sur les îles hautes, donc de l'extrême ouest, et sur les 5 atolls que j'ai cités, enfin non, je n'ai pas cité, je ne vous les citerai pas d'ailleurs, des Tuamotu, hein, dont Rangiroa. Vous allez au lagon bleu à Rangiroa, vous en verrez. Hein, donc des petites perruches comme ça, les perruches nonnettes. Vous les entendrez d'abord, hein, le sifflement, c'est... Vous entendez ça dans les cocotiers, bon, vous levez les yeux, vous les voyez. Hein, sûr, joli, hein, très joli. Alors, les oiseaux marins de Moorea, bon, on a des oiseaux marins qui nichent à Moorea. On a 7 oiseaux marins reproducteurs, dont 4 Procellaridae, là je vais vous en parler un peu plus. Le pétrel Tahiti, le pétrel à collier, le plus fin du Pacifique et le plus fin de Bayon. Là, je vais vous en montrer 3 de ceux-là. Ici, c'est le pétrel à collier, et pour nous, Moorea est intéressant parce que c'est à Moorea qu'a été trouvé le premier pétrel à collier. Il nous a été amené à l'association et on a trouvé cet oiseau, on a trouvé le nom, etc. Il était inconnu avant, hein, de Polynésie. Ça s'est passé dans les années 2000. Et depuis, on a trouvé des oiseaux, des pétrels à collier sur Tahiti, plus ou moins régulièrement. Il y a encore, comme on le trouve à Fidji, etc., il y a encore des discussions à savoir est-ce que ce sont réellement reproducteurs à Tahiti ou est-ce que c'est des oiseaux qui migreraient, qui passeraient ici, qui s'échoueraient et qu'on récupérerait à Tahiti. On va laisser le... Mais moi, je pense que ce sont des reproducteurs ici, parce qu'on a trouvé vraiment des jeunes avec du duvet, etc. Ici, vous avez un autre puffin, le puffin Fouquet ou puffin du Pacifique, et ici, le puffin de Bayon, un petit puffin, pas très très gros. Vous les avez déjà vus? Ceux-là, certainement pas comme les sternes, les fous, etc. Très difficiles, ils sont difficiles à voir, parce qu'ils ont des mœurs vraiment curieuses. C'est des oiseaux, d'abord ils vivent en mer 90% de leur vie. Et ils ne reviennent pas à terre, ils restent en mer. Ils ne reviennent à terre que quand ils vont se reproduire. Pour se reproduire, ils vont se reproduire là-haut, en haut de la montagne du Toivea, en haut du Rotui. C'est là-haut qu'ils se reproduisent. Ils ne font pas de nid, ils font des terriers. Ils creusent sous les branchages, etc. Ils font des terriers qui peuvent faire 1 mètre de long. Dans le terrier, ils pondent un œuf qui vont couver. C'est relativement long, hein, c'est bien plus long qu'un œuf de poule. Ils couvent pendant 2 mois, plus de 2 mois. Le poussin va éclore, il va falloir le nourrir. Donc les parents vont le nourrir alternativement, comme ils couvent alternativement. Ils partent 2 jours, 3 jours en mer, ils mangent, etc. Ils reviennent, ils nourrissent, c'est l'autre qui part, et il y en a un qui reste toujours pour s'occuper du jeune. Et je vais passer à la diapo suivante, parce que c'est là que les affaires se corsent. Oui, alors excusez-moi, le suivant sera sur le pétrel de Tahiti, mais j'en finis avec les oiseaux marins. Le phaéton à bec jaune se reproduit sur Tahiti, dans les falaises, mais on a dans la forêt d'Opunuu, il y en a qui se reproduisent dans les arbres, essentiellement dans les mappés, mais pas ceux du côté des mappés, plutôt côté Trois Cocotiers, d'après ce que je sais.
et le nodibrin, la gigis, qui niche plutôt en bord de mer et dans les cocotiers et manguiers. Tiens, il y a un oiseau qu'on voyait là, qu'on voit ici dans les bassins de chevrettes, hein, celui qui plonge là, qui vient bouffer les chevrettes, qui a une petite crête sur la tête, hein, la sternupée. Sternupées ne se reproduisent pas à Tahiti. Toutes les sternupées que vous voyez à Tahiti, ou que vous voyez, enfin, ne se reproduisent pas à Moorea. Toutes les sternupées que vous voyez à Moorea ou que vous voyez à Tahiti, elles sont nées à Tetiaroa. C'est le seul site de reproduction qu'on connaisse pour cette espèce, dans les îles du Vent. Oui, et à Tetiaroa, il y a aussi des fous, mais là, il n'y a pas de fous qui se reproduisent sur Moorea, mais il y a des fous qui se reproduisent sur Tahiti, donc c'est pas aussi exclusif que pour la sternupée. Hein. Alors, je passe et je reviens en arrière, je vais procéder à aider sur le pétrel de Tahiti. Alors, le pétrel de Tahiti, bon, il est de Tahiti, si on veut, mais on le trouve à Moorea, on le trouve aux Marquises, on le trouve dans certaines îles des Australes, on le trouve au Gambier, donc vous voyez, et puis il peut se trouver dans bien plus d'endroits. Peut-être aux îles Cook, mais on sait qu'il existe à Samoa, on sait qu'il y en a des grandes colonies aussi en Nouvelle-Calédonie, donc le pétrel de Tahiti, c'est un pétrel qui est du Pacifique. Récemment, il y en a un qui a été retrouvé même d'ailleurs dans l'Atlantique, sur la côte est des États-Unis. Alors, pétrel de Tahiti, vous voyez, c'est un charmant oiseau, il est intéressant quand on le regarde. D'abord, il a les pattes palmées, hein, c'est donc un oiseau de mer. Ensuite, quand on regarde le bec est super fort, hein, c'est costaud comme bec, mais il ne fait pas très très mal celui-là. Mais il a un petit crochet au bout, vous voyez, ça permet, c'est son harpon, là, quand il va attraper des calamars, il les harponne avec ça et il les tient bien coincés, hein, sinon le calamar, il file. Hein. Et puis alors, il y a un truc là, vous avez vu ce qu'il a au-dessus du nez? Enfin, au-dessus du bec, il y a des petits tuyaux, là. Il y a 2 petits tuyaux qui sont au-dessus du bec. Ça, c'est la partie externe de l'usine de désalinisation de l'eau de mer. Comme ils restent en mer tout le temps, ils sont comme nous, il faut qu'ils aient de l'eau douce. Et donc, en fait, ils boivent de l'eau de mer, mais ils excrètent le sel par ces 2 tuyaux-là. Ils extraient le sel et ils l'excrètent par ces 2 tuyaux-là. Alors, des fois, ils font atchoum. Voilà, c'est un oiseau assez sympa. Quand il est à terre, maladroit comme c'est pas possible. Un canard. Voilà. Alors, le pétrel de Tahiti, je reviens là. Quand il a fait son nid, il fait son jeune, il le nourrit pendant 2 mois et c'est au jeune de partir. Il faut partir. Il faut s'envoler comme tous les oiseaux. Le problème qu'ils ont, quand ils partent, ils partent de nuit. Ils ne partent pas de jour. Toujours de nuit. De même que les adultes, quand ils reviennent de la pêche, ils rentrent au nid la nuit. Et ils repartent avant le lever du jour. On ne sait pas pourquoi. On pense que c'est quand même une adaptation pour éviter la prédation, par exemple, par les frégates, qui dorment à cette heure-là. Mais quand ils s'envolent, ils rencontrent ça. Ça, ils ne l'ont jamais vu. Pendant des milliers d'années, il n'y a jamais eu ça en Polynésie et dans les îles où ils ont vécu. Aujourd'hui, tu fais le tour de l'île, c'est éclairé partout. Les anciens Polynésiens savaient très très bien qu'avec des ramas, hein, avec des torches, on pouvait attirer ces oiseaux. On les attirait, on pouvait les manger. Mais l'intérêt surtout qu'ils avaient à avoir ces oiseaux-là, mais je vais continuer mon histoire, on va continuer sur les images. L'intérêt de ces oiseaux-là pour les anciens Polynésiens, pour les Polynésiens d'aujourd'hui, c'est les plumes blanches de la poitrine qui sont considérées comme les meilleurs leurres pour la pêche pour les hameçons à bonite. C'est parti ça. Je ne sais pas, c'est moi en bougeant ici qui tout fait sauter, je ne sais pas. Oui, alors ces oiseaux, quand ils arrivent au-dessus des zones urbaines, ils sont attirés par les lumières. Ils descendent, ils se tapent contre les lampadaires, boum, 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 ils tombent sur la route des collines, ils tombent au milieu du stade machin, ils tombent pendant les spectacles du Turail, et ils tombent dans votre piscine, ils rentrent dans votre garage parce que vous avez laissé
personne les trouve, ils tombent dans le fond d'un lac à niveau, il y a un chien qui passe, ils se font bouffer. Voilà. Donc ce problème de la pollution lumineuse est un grand problème pour les pétrels et les puffins, parce que les petits pétrels aussi à collier, là, je vous ai montré, c'est par les lumières qui sont attirées. C'est pas que à Tahiti, hein, c'est dans le monde entier, dans toutes les îles, hein, à Hawaï, etc. Ils ont le même problème, ils ont un puffin, un pétrel de Hawaï. Et à Hawaï, ils ont pris des mesures strictes. Pendant la période d'envol des oiseaux, ils obligent les communes à éteindre les lumières à partir de 10h ou 11h du soir. Voilà. Alors donc on trouve des pétrels par terre, et puis il y a des gens qui téléphonent. C'est comme ça que je suis venu aux oiseaux, moi, parce que je suis vétérinaire en formation, et donc les gens disaient, ben, on a un oiseau qui sait qu'il faut voir un vétérinaire. Bon, il y a l'économie rurale, et j'avais, mais moi je me suis retrouvé avec ces oiseaux, j'y connaissais rien. Hein. Je ne suis pas ornithologue, j'ai appris tout sur le tas. Et donc j'ai récupéré ces oiseaux-là, je me suis quand même renseigné à droite à gauche, je suis ce que c'était et ce qu'il fallait faire. Et après, bon, on s'amuse à faire des statistiques par exemple. Là ici, c'est dans l'année, on ramasse les pétrels. Et on s'aperçoit qu'on en ramasse toujours le plus en août, septembre, octobre. En fait, on en ramasse beaucoup parce que la reproduction est relativement synchronisée, c'est-à-dire qu'ils vont fondre en mars-avril, ils vont ensuite nourrir en mai-juin, et ensuite à partir de juillet-août, c'est là où les poussins vont s'envoler. Bien souvent, quand les gens trouvent les oiseaux, ils disent « Ah, j'ai trouvé un bébé frégate, d'abord, pas grave, et il ne s'est pas volé. » Si, il s'est parfaitement volé, il a déjà fait, à Tahiti par exemple, il a déjà fait 20 km pour venir du haut du mont Maraou, se cracher sur un empennage d'avion à phare. Donc il suffit de les récupérer, de les mettre en sécurité dans un carton pour qu'ils se déstressent, ne rien lui donner à manger, à boire si on le garde longtemps, mais il ne faut pas le garder longtemps, il faut le faire repartir le plus vite possible. Pour le faire repartir, il faut être dans un amphithéâtre comme ici et monter en haut. Il faut un petit peu de hauteur, un tout petit peu de hauteur, et un espace bien dégagé devant soi. Parce que ces oiseaux-là, c'est quand même assez maladroit. L'envergure, c'est quand même comme ça. Hein. Une fois qu'ils sont en vol, c'est les rois du pétrole, les rois de la glisse. Mais pour partir, c'est un peu plus dur. D'ailleurs, quand ils sont dans la montagne, pour partir, quand ils sont dans... ils ne veulent pas partir. Quand ils sont dans la montagne, pour partir, comme ils sont dans un terrier, et c'est la rousse, donc ils grimpent à un arbre, petit crochet du bec, petit crochet au bout des pattes. Vous voyez, il y a des petits crochets au bout des pattes. Et en plus, on ouvre les ailes comme ça, on s'accroche au tronc et on monte. On monte en haut de l'arbre, et là, c'est bon, il y a de la pente, on se lance. Comme un parapentiste. Et là, ça marche. Ça marche. Donc, si vous voulez relâcher un pétrel, c'est comme ça qu'il faut faire. Un endroit surtout bien dégagé devant. Il ne faut pas qu'il ait à faire du zigzag entre les arbres. Mais pas forcément très très haut. Au bord de la mer, si on a un endroit suffisamment élevé, on les relâche en leur donnant une impulsion en avant et à 45 degrés vers le haut. C'est comme qu'on fait le saut en hauteur. Hein? Non, le jour. Parce que qu'est-ce qu'ils font? La nuit, ils sont ici, ils sont dans la montagne, mais le jour, ils sont en mer, ils pêchent, etc. Mais comme ils sont en général tout seuls, ils ne sont pas en grande bande, ils pêchent en individu, on ne les repère pas toujours très très facilement, cela. Mais il faut que je vous dise un autre truc, là, quand ils arrivent le soir, il faut qu'ils retrouvent leur nid, après avoir été pêchés pendant deux jours. Comment ils retrouvent leur nid? Il fait nuit, hein. Puis surtout, il y a les nuits de nouvelle lune, il fait noir. C'est d'ailleurs pendant les nuits de nouvelle lune, quand il fait bien noir, qu'ils sont plus attirés par les lumières de la vie. Ils crient. Et là, vous pouvez les entendre. Vous montez au belvédère la nuit à 8h, 7h, 8h, et vous écoutez, vous entendrez les pétrels qui s'appellent. Ils sifflent, hein, ils font.
Donc ça, on les entend. On en entend d'autres, hein. On entend les puffins qui, eux, roucoulent plus tôt, etc., etc. Donc ça, ces oiseaux, on peut les étudier la nuit. Et donc la nuit, quand ils arrivent, ils appellent la femelle ou le mâle, ils se répondent, ah ok, c'est là. Mais quand vous arrivez là-haut, il n'y a pas de piste d'atterrissage. C'est à nouveau la brousse. Donc, flaf, ils tombent à travers, blablabla, et ils arrivent par terre. Mais quand tu es par terre, tu n'es pas arrivé à ton terrier. Il faut le trouver, il y en a plein d'autres. Et ils le retrouvent à l'odeur. C'est assez rare chez les oiseaux, l'olfaction pas très développée, mais chez ces oiseaux-là, oui. Puis je peux vous dire, les terriers de pétrel, ça pue. Et en général, quand vous sortez un pétrel de son terrier, il vous dégueule dessus. Allez, qu'est-ce qu'on voit à Montréal? On va faire vite. C'est surtout des introduits. Hein, des espèces introduites. Alors voilà, top, 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 ça passe. Il y en a 10. C'est bon? Vous les avez tous lus? Maintenant, il y a un quiz. Les 4 derniers, on les appelle des vinis. Mais maintenant, vous avez un quiz. En voilà 9. Quel est celui qui n'est pas sur les photos des introduits? Voilà. Celui que j'ai pas mis parce que vous le connaissez, c'est le coq. Le coq la poule, hein, produit par les Polynésiens. Alors ici, en vitesse, l'astride ondulée, le busard de boule, qu'on appelle épervier souvent, le martin triste, qu'on appelle merde des Moluques, le bulbule à ventre rouge, le capucin de Macole, le zostérops, l'oiseau à lunettes, le diamant de 5 couleurs, la tourterelle zébrée, le pigeon biset. Ouais, celui-là, l'oiseau à lunettes, là, et qui siffle qu'un joli chant. Voilà. Allez, on avance. Les derniers indigènes. Les derniers indigènes de Montréal. Les Grecs sacrés, bon, ben, vous la connaissez tous, elle est sur le bord des récifs. Hein, elle fréquente les bords de plage. Il y a des gris, il y a des blancs. C'est la même espèce. C'est la même espèce. Vous croisez un gris, un blanc, vous aurez soit du blanc, soit du gris, soit du tout blanc. Mais en général, sur Montréal, les sombres, comme sur Tahiti d'ailleurs, dominent. C'est-à-dire, grosso modo, 3/4 de sombre, 1/4 de blanc. Le canard à sourcils. Je vous invite à traverser la route et à aller regarder sur les bassins. Hein. On les a sur les lacs et vasières, à Témé, sur les bassins d'aquaculture. Je les ai vus tout à l'heure. Hein, la marouette filigineuse, vous savez, c'est le petit oiseau qui court là. Il y en a sûrement à Montréal encore, mais c'est pas facile à trouver dans les pâturages par là, certainement. Ok, les derniers rares endémiques de Montréal. Alors, vous avez le pilote des îles, hein, le pigeon vert, vous le connaissez, il est frugivore, forestier, il fréquente les jardins. C'est le premier oiseau que j'ai vu ici, j'ai été... La salingane de la société, donc sorte de petite hirondelle qui fait des nids sous des verres de falaise. Rare, peut-être éteinte à Tahiti. Le martin chasseur de Yang, pas martin chasseur de Montréal, le voilà. Lui, il était considéré comme une sous-espèce du martin chasseur de Tahiti, le martin chasseur vénéré, jusqu'à il y a encore 2-3 ans. Et puis, les scientifiques ont quand même repris tous ces oiseaux-là et se sont dit, non, quand on regarde le martin chasseur de Tahiti, qu'on regarde le martin chasseur de Montréal, vous voyez une différence? La couleur, ça saute aux yeux. Hein. C'est pour ça, moi j'ai toujours été étonné qu'on les mette dans la même espèce, mais en tant que sous-espèce. Mais là, la couleur est complètement différente. Il y en a un qui est bleu, l'autre il est marron. D'ailleurs, c'est le seul martin chasseur marron qui soit connu dans le Pacifique. Voilà. Il est devenu une espèce à pleine et entière. Donc celle-là, oui, c'est une espèce endémique de Montréal. Nulle part ailleurs au monde. Une anecdote rapide et intéressante sur les martins chasseurs. Souvent, quand on observe les martins chasseurs qui nourrissent un jeune dans un nid, on s'aperçoit qu'il y en a 3 qui nourrissent le jeune. C'est des trios, il y a des trios. Alors, il y a le père, la mère. Et le cousin. Non, le frère ou la sœur.
C'est-à-dire l'oiseau de l'année précédente reste avec le groupe et aide à nourrir le jeune de l'année. Endémisme. Moorea, Tahiti, Niue ou Tuamotu, les îles sous le vent, et celui-là il est partagé avec les îles Cook et les Marquises. Donc alors, bon, ça peut paraître tout pareil, mais il y a des différences relativement subtiles. Là, c'est un peu marron sur le dessus. Celui-là, il a une belle bande bien noire. Là, on ne voit pas bien, mais c'est vraiment un bandit masqué. Celui-là, il est très très bleu. Voilà. Et alors, celui de Tahiti, il est bleu-vert plutôt. Hein. Voilà. Allez. La rousserolle de Moorea. On va aller vite parce que bon, j'ai une photo qui date d'après la disparition, soi-disant, de l'espèce. Prise dans les années 80, alors que l'espèce aurait disparu dans les années 70. Donc elle a pu persister un petit peu. On a quelques témoignages qui peuvent laisser l'espoir qu'elle est toujours présente et qu'elle n'est pas définitivement éteinte. Donc il faut chercher dans les touffes de bambou, les massifs de bambou, un oiseau qui chante, qui a un chant très mélodieux, avec des trilles très très variés, etc. Alors pourquoi elle est intéressante malgré tout, même éteinte? C'est pour ça. Voilà un arbre généalogique des rousserolles. Vous voyez que, alors vous ne voyez pas sûrement parce que c'est trop petit, la rousserolle de Moorea ici, Longirostris, elle est ici. Et la rousserolle de Tahiti, elle est là. Ils ne sont pas du tout sur la même lignée. Et on pourrait croire, souvent, on se dit, oh, Moorea, c'est une succursale de Tahiti. En tout cas, pour la biologie, pour les oiseaux, non. Moorea a son individualité propre. Pour une raison assez simple, c'est que Moorea est une île plus ancienne que Tahiti. Et donc, elle a été habitée par les oiseaux avant Tahiti. Et que là, on a pu avoir des espèces propres à Moorea qui se sont développées. Mais alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que, quand même, dans ce groupe où il y a la fauvette de Moorea, il y a tout cela. Il y a celle des Tuamotu et il y a celle des Marquises. C'est-à-dire que les fauvettes des Tuamotu et les fauvettes des Marquises sont, enfin, les descendants directement, en tout cas sont reliés et sont sur la même branche. Voilà. Et donc on peut voir comment sont peuplées une partie des Tuamotu et des Marquises à partir de Moorea, certainement à partir de Moorea. Maintenant, ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que ici, voilà, une autre fauvette des Marquises, elle est sur une branche complètement différente de celle-là. Et pourtant, aux Marquises, les fauvettes du nord et les fauvettes du sud, les rousserolles, puisqu'on les appelle comme ça aujourd'hui, sont exactement pareilles. Franchement, si vous allez aux Marquises, au nord, au sud, d'abord, elles sont très communes, donc vous les verrez facilement, et elles sont exactement pareilles, sauf qu'elles ont deux origines complètement différentes. Celle du nord vient de Moorea, celle du sud vient plutôt de Kiribati et a fait le tour par le nord. Bon, allez, j'avance. Ça, c'est les résultats. Alors, sauver les espèces menacées, on y va. Pourquoi? 53% de la surface de la Terre, 5,3% de la surface de la Terre, c'est des îles. Mais là, il y a 75% des espèces d'oiseaux, amphibiens et reptiles sont sur les îles. 40% des espèces critiques et en danger, 41% sont sur les îles, et 19% de la biodiversité aviaire se trouve sur les îles. Et dans 86% de ces îles, il y a des rats qui sont le problème. Alors il faut agir. Il ne faut pas se contenter d'observer, il faut agir. Comment on peut faire? On peut faire ce qu'on appelle des translocations. Vous avez un oiseau qui est dans une seule île, donnez-lui une deuxième maison. Ok? Voilà les loris de Rimatara, ou là de Rimatara, on lui a donné une deuxième maison sur l'île de Attu. Mais attention, on ne peut pas donner n'importe quelle maison. Il faut donner une maison, puisque eux, leur problème c'est les rats, où il n'y a pas de rats. Donc Attu, chance, il n'y avait pas de rats. Et en plus, les fouilles archéologiques avaient prouvé que ces oiseaux-là existaient avant sur Attu. Ils n'ont pas été mangés par les rats parce qu'il n'y a pas de rats, mais ils ont été certainement utilisés pour les plumes. Et si vous lisez les légendes anciennes sur les récoltes de plumes, par exemple pour les marquises, c'était des sacs entiers de plumes qu'il fallait, qui étaient ramenés. Il y a une fameuse cape qui était en Nouvelle-Zélande, qui a été ramenée à Hawaï, qui contient
les plumes d'1 million d'oiseaux, parce que c'était pris sur un oiseau qui a 4 plumes qui servaient à ça. Et pour faire la cape, il a fallu faire plus d'1 million d'oiseaux. Ils ont disparu. Le Hopé de Nukuiva, là, le très très gros pigeon, le carpophage de Nukuiva, celui-là qui fait 55 cm, ben on a fait une translocation avec, pour ceux qui le reconnaîtront, avec Léon Lichier, qui a été très animateur de tout ça. Et on a pris ces pigeons-là qui étaient sur l'île de Nukuiva avec l'accord de la mairie, hein, avec l'accord des autorités et tous les permis nécessaires et tout le travail. Et on l'a transféré sur l'île de Wauka. On a comme ça une deuxième population de sécurité. L'espèce qui a été classée en danger critique d'extinction a été déclassée à l'espèce en danger par l'UICN du simple fait qu'on avait 2 populations et que donc elle était moins à risque. Il n'y a pas beaucoup d'espèces pour lesquelles on arrive à faire ces choses-là. Et nous, à Tahiti, on peut être fiers d'avoir réussi à faire des choses comme ça. Le contrôle des EEE, les espèces invasives étrangères en vitesse. Alors, pour les monarques, on ne voulait pas que le monarque devienne comme ici, hein, l'ombre de lui-même, sur cette magnifique street art. Hein. Et donc, on a pris, depuis maintenant 20 ans, on agit en dératisant les zones où il y a des monarques qui se reproduisent, en éliminant les espèces envahissantes, les merles et les bulbules, en s'attaquant aux petites fourmis de feu qui sont à l'entrée des vallées et en replantant des espèces d'arbres indigènes et en coupant des myconias, des piscis, etc. dans ces vallées-là. Donc là, il y a 3 vallées qui sont l'une à Punauia, les 2 autres à Paia, et on ne voit pas très bien là-dessus, mais les zones ici en jaune sont les zones qui sont dératisées. Donc ça fait quand même quelques hectares et quelques milliers de pièges qui sont mis en place et qui sont réalimentés régulièrement. Les pièges, c'est pas des pièges, ce sont des boîtes où on met des appâts raticides. Des boîtes où seuls justement les rats peuvent accéder. Hein. Pas les cochons, parce que les cochons on ne peut pas les tuer spécialement. Hein. Ah, Nouvelle-Zélande, oui, mais en Nouvelle-Zélande, on pourrait en parler. Ils ont un projet qui est un petit peu autre, hein, mais on ne parlera pas. On m'interdit. Ok, allez. Ici, les résultats quand même de ces actions, vous voyez, on a commencé en 98 à peu près par là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les premières années? On voit la population, en vert, hein, on va prendre celle qui est en vert, c'est plus simple. La population continue à diminuer malgré les actions, parce que les oiseaux étaient tous des vieux, et il n'y avait pas de reproduction. C'est-à-dire que quand il y avait de la reproduction, les œufs ou les jeunes étaient mangés par les rats. Donc il ne restait que des vieux. Donc les vieux, ils ont vécu leur vie. Et grosso modo, si on n'avait rien fait, eh ben, tous les vieux seraient morts. Et si on trace une ligne, eh ben, voilà, on arrive ici, par là, vers 2010, on n'aurait plus eu de monarque. L'espèce aurait éteint, cette espèce en danger critique d'extinction. On a dératisé dès le début, là. Mais quand les vieux meurent, ils sont remplacés par des jeunes. Hein. C'est la vie. Hein. Et donc c'est ça notre objectif, c'était d'avoir des jeunes. Donc on a eu des jeunes, pas beaucoup parce qu'on n'avait plus beaucoup de couples qui étaient en état de faire des petits. Hein. Mais petit à petit, on a eu des jeunes. Et on a eu ensuite une période de plateau. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des vieux qui mouraient, mais comme il y avait quelques jeunes qui naissaient, qui remplaçaient les vieux, ça s'équilibrait. Et là, maintenant, depuis quelques années, on est sur une pente ascendante. Hein. On a 70, on en a même peut-être un tout petit peu plus là maintenant. Et on espère que le tour va se continuer. Notre objectif, c'est d'arriver, là, vous voyez les couples, que je ne sois de bêtises, où sont les couples sont ici. On a une trentaine de couples. Pour faire passer l'espèce en danger critique d'extinction en danger d'extinction, il faut qu'on ait 50 couples. Donc on a encore un peu de travail, mais c'est notre objectif. Est-ce qu'on pourrait faire une translocation? On a ça en tête, mais on n'a pas d'île candidate pour le moment. Île sans rats et sans autres monarques. On n'a pas d'autres candidats. C'est très très difficile. Mais on pourrait prendre une île avec des rats et retirer les rats. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'y viendrai après, mais là en vitesse, c'est la fin.
La biosécurité, c'est quelque chose d'important. Quand on n'a pas de rats dans une île, il faut s'arranger pour qu'il ne rentre pas. C'est important, très important. Alors, d'abord, on fait de l'information, ça c'est pour Wauka, et puis on faisait de l'inspection des colis, etc. Mais c'est lourd, les gens ne sont pas contents qu'on aille regarder dans leurs colis et tout ça, ça se comprend très très bien. Donc, la technique, c'est celle que vous voyez dans les aéroports, etc. On a des chiens qui sont dressés pour détecter les rats. Et ils nous détectent des rats dans les colis. Pas souvent, mais ils en détectent. C'est surtout en fait des rats qui vont faire des nids avec des petits. Ils font des boules de petits. Il y a 2 îles qui sont essentiellement concernées par ça, maintenant un petit peu plus, mais c'était Wauka et Rimatara. Mais maintenant il y a aussi les îles du sud des Gambiers. Alors, s'il y avait du son, ça serait bien. Il n'y a pas de son. S'il n'y a pas de son, tant pis. On éradique les espèces invasives. On a mené il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans même, une grande opération sur les actéons et les gambiers, pas tout seul, avec d'autres partenaires, des partenaires américains, Island Conservation, et des partenaires mondiaux comme BirdLife International. L'hélicoptère, c'est pas pour aller se promener, hein, c'était pas pour aller là-bas. On a pris l'hélicoptère à Tahiti, on l'a envoyé là, sur les actéons gambiers. Les actéons, c'est juste avant les gambiers, c'est très très loin. Hein. Donc c'est toute une histoire que d'envoyer ça a été toute une histoire logistique énorme d'envoyer des hélicoptères qui ont ensuite saupoudré du raticide sur 2 îles aux actéons et un atoll au large des Gambiers et 3 îlots dans les Gambiers eux-mêmes. Donc on a utilisé un hélicoptère qui distribuait le raticide suivant ce qu'on appelle des transects, c'est-à-dire des lignes, et avec un GPS, ce sont des GPS haute précision, à peu près les mêmes que ceux de l'armée. Hein. Il a fallu 2 ans de préparation, 3 mois pour réussir à faire, obtenir 9 permis, 165 heures d'hélicoptère, 3 bateaux, du personnel qui venait de 9 pays, etc. Voilà. Et donc tout ça pour favoriser la multiplication des espèces indigènes. On a vu la gallicolombe, enfin endémique, la gallicolombe et le prosogonia, mais aussi des endémiques qui sont, et des oiseaux de mer qui sont moins rares, mais qui méritent. Hein. Ça, c'est le pétrel de Murphy, celui-là. Ça se termine là. Bravo. Un nouvel espoir pour le futur. Alors, je vais